un peu sur les prises de la Saint-Quentin, non, Non. non. Oui et non. C'est vraiment aussi les nanas, justement, elles sont capables d'aller plus de. Enfin, tu sais, mentir pour essayer d'avoir un mec. Ah oui. Ladies and gentlemen, can you guys hear me well? You can hear me well. That's absolutely fantastic. So these are going to be the only words I'm going to be pronouncing in English. Sorry, Dimitri. No, just kidding. Bonjour, je m'appelle Jean-Christophe Conti, je suis le CEO de View et je suis particulièrement content d'être avec vous ce matin pour animer ce panel et la session State of the Nation, donc pour la partie France. Je vais peut-être, alors je pense, je vois un certain nombre de figures familières, donc de personnes qui sont déjà venues l'année passée, mais pour remettre un petit peu les choses à leur place, State of the Nation, ce n'est pas simplement une étude que l'on fait sur la France, c'est une étude que l'on fait dans 5 pays au monde, et on fait ça tous les ans. C'est un petit peu le concept du baromètre. Et ce que l'on fait, c'est qu'on pose des questions à 200 experts des agences médias ou des marques afin de comprendre quelle est leur vision du marché programmatique out of home et quelles sont les grandes tendances, la façon dont ils utilisent le média, ce qui pourrait les faire utiliser le média de manière encore un peu plus efficace, quels sont les challenges qu'ils voient autour du média et tout ça. Donc c'est assez intéressant parce que ça nous permet d'avoir pas seulement la vision des annonceurs, mais aussi la vision des agences. Mais c'est que buy side, pour être tout à fait clair. Le deuxième point qui est important aussi, c'est de comprendre qu'on pose pratiquement les mêmes questions sur 5 marchés, qui sont donc la France bien sûr, mais aussi les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne et l'Australie. Donc ça nous donne une couverture globale qui nous permet aussi de voir comment ces tendances évoluent d'année en année en fonction des différents marchés. Et vous ne serez pas surpris de savoir que la France est à chaque fois une petite exception. Je pense que c'est durablement enraciné dans les gènes. Et c'est vrai qu'il y a un certain nombre de tendances qui sont assez proches de tous les marchés, mais en France, il y a quelques tendances qui sont radicalement différentes. Ensuite, c'est le dernier point. Ce qui nous paraît comme étant absolument important, c'est de s'engager à faire cette étude d'année en année parce que ça nous permet aussi de voir comment un nouveau channel décolle, comment un certain nombre d'usages commencent à bouger et c'est une mesure qui est quand même assez intéressante, notamment sur des critères comme quels sont et où se prennent les décisions d'investissement sur ce nouveau channel. Est-ce que c'est du côté des spécialistes du média qui ont acheté le média et qui continuent à acheter le média en gré à gré, ou est-ce que c'est du côté des équipes digitales qui gèrent tous les achats programmatiques? Donc ce sont différentes tendances et voir comment est-ce qu'elles évoluent d'année en année est particulièrement intéressant. Donc, bien évidemment, vous avez un QR code que vous pouvez voir là, vous pouvez utiliser votre téléphone, vous savez comment ça marche et ça vous permettra donc d'accéder au rapport français. Vous pouvez aussi aller sur le site viooh.com/SOTN pour State of the Nation et vous pourrez soit voir la version globale qui est donc un condensé au niveau global de toutes les grandes tendances, soit la version pays par pays dans la langue de votre choix. So you can get it in English, you can get it in French, and you can get it in German in case you want to practice or in case you are speaking German. J'aimerais maintenant, avant qu'on rentre obviously dans la partie la plus intéressante, finir mon intro avec 3 grandes tendances que l'on a vues. On pourrait rentrer dans les détails à travers l'étude si jamais vous la downloadez. Première tendance, c'est que, et c'est quelque chose que l'on a vu et c'est constant sur les 5 pays, le channel programmatique out of home amène des nouveaux budgets. Et ça, c'est particulièrement important. C'est une tendance forte. Vous avez ici d'où viennent ces nouveaux budgets. Alors, vous allez me dire, oui, JC, en fait, tu nous dis ça, mais 53% viennent du traditionnel. C'est vrai. Mais on n'est pas uniquement dans la démarche où on assiste à un basculement des budgets traditionnels sur du programmatique.
on est aussi sur une tendance où vous avez pour 30% un ajout de nouveaux budgets, 16% ça vient d'autres canaux traditionnels ou 14% d'autres canaux numériques. Donc au total, on n'est pas seulement sur un zero-sum game, on est sur du nouveau budget qui arrive au niveau du channel. Et ça, c'est particulièrement important parce que nous pensons qu'au niveau global ad spend, le média out of home est sous-représenté. Donc on est là dans une démarche où véritablement il y a de nouveaux budgets qui arrivent. Il y a bien sûr du basculement de clients qui ont utilisé le média en gré à gré de manière traditionnelle, qui veulent bénéficier des avantages du programmatique, mais pas que. Ça, c'est particulièrement important. Le deuxième point qui est très intéressant, c'est que 99%, donc quasiment 100%, quasiment la totalité des personnes à qui on a posé des questions en France ont dit qu'ils étaient prêts à reconduire, voire augmenter leur budget dédié au programmatique out of home pour 2023. Et c'est également une excellente nouvelle, puisqu'on est en forte croissance sur le média. On part certes des lignes de chiffres qui sont un peu plus modestes, mais on est en forte croissance. Donc on peut penser que cette croissance va continuer à grandir, il y a encore de la place. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est que pour la plupart, ce sont des gens qui ont essayé le média. Et si jamais vous avez essayé le média et qu'il n'apporte pas de valeur, ben vous n'allez pas continuer. Donc il y a véritablement de vrais bénéfices et une vraie valeur qui est vue au niveau de ce média et la façon de l'acheter. Et puis le troisième point que je voudrais mettre en avant, et c'est un point qu'on discutera avec les experts qui nous ont fait la joie de venir nous rejoindre, ce sont la question que vous avez là sur le côté, c'est qu'est-ce qui pourrait apporter de plus grande valeur ajoutée aux campagnes programmatiques out of home. Et je pense que sans grande surprise, des données d'audience en temps réel pour près de 40% des réponses, mais aussi plus d'options autour de la précision de ciblage pour 38% et 37% plus de données d'audience en tant que telles. Alors, on ne va pas se mentir. Il est vrai que quand on veut acheter en temps réel, avoir de la donnée d'audience en temps réel et non pas qu'ils viennent de panels, ça semble être la logique, mais ça veut dire qu'il faut que l'industrie évolue aussi. Et ça sera, je pense, un des points de discussion qu'on aura. Le deuxième point qui est absolument clair, c'est que c'est aussi un média qui est longtemps, ou qui a été longtemps acheté, qui continue à être acheté en gré à gré sur des logiques de pick and choose. Donc, quelles sont les locations, les positions, les écrans que je veux acheter? Et là, on est plutôt dans une logique de point of interest ou location, pas forcément une logique d'achat à l'audience en tant que telle. Donc, on est, et on se rend bien compte, on est dans une logique de shift, on est dans une logique d'évolution qui peut prendre plus ou moins de temps. Et ce que l'on comprend quand on rentre dans le rapport, c'est que c'est la data qui va accélérer cette maturité et ce basculement. Donc, la data, ce n'est pas une surprise. Ce qui est quand même le cas, c'est qu'il y a toujours une notion de besoin d'éducation, mais qui n'est pas aussi fort que ce qu'il était les années passées. Les années passées, sur une question comme ça, vous auriez eu en point 1 Evangelization, Education. Là, c'est plus forcément le cas. Donc, on est bien dans une logique où on est moins sur du test and learn. On est encore pour une partie sur du test and learn, mais on est de moins en moins que sur du test and learn. Et on est aussi un petit peu sur du scale and increase, qui pourrait être traduit par scale and increase, si vous voyez ce que je veux dire. Sur ce, je vais arrêter là et je vais donc laisser à ce brillant panel d'experts qui ont des choses beaucoup plus intéressantes que moi à dire. Donc, on va peut-être démarrer. Pega, tu te présentes, s'il te plaît? Par contre, oui, voilà, puisque comme tout ça est enregistré, donc il y aura des traces. Voilà, donc je pense que vos micros sont activés. Tout à fait. Fantastique. C'est bon. Merci, bonjour à tous. Merci de nous recevoir. On est très content d'être là. Moi, je suis Pega Mofidi. Je suis Head DSP sur la France pour Yahoo, également directrice commerciale. Et voilà, effectivement, ravie de participer à ce panel pour la première fois. Bonjour à tous, merci pour l'invitation pour cette deuxième année consécutive. Moi, c'est Kautar Benazi, je suis en charge de toutes les activités programmatiques pour l'agence Havas Media.
Bonjour à toutes et tous. Donc merci également pour l'invitation. Donc je suis Clément Lyon et je m'occupe de l'activité digitale pour JC2Co sur la France. Bonjour, Laurent Ferreira. Écoutez, je suis chef de produit DOH pour le groupe Sud-Ouest. Je suis vraiment ravi qu'on ait laissé la parole à un provincial. Et donc c'est un grand plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Eh bien, écoutez, merci, bienvenue. Et nous laissons la parole à toutes les tendances et toutes les personnes de tous les horizons. Il n'y a aucun souci. Merci, merci, merci. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Et j'en parlais un petit peu au niveau de l'intro. On voit que l'utilisation de la data en temps réel est perçu comme un des éléments incontournables pour le développement du média. Vous avez donc les chiffres ici. C'est vraiment la réponse qui arrive en tête. Et donc la question, est-ce que vous pensez que ça va véritablement aider et faciliter au développement du canal? Est-ce qu'il y a une importance dans chacune de vos entreprises ou de vos organisations qui est apportée à ça? Comment est-ce que ça va vraiment changer la donne pour vous? Donc peut-être on peut démarrer par Pega. Avec plaisir. C'est vrai que tu le disais en introduction, il y a vraiment un shift qui se fait aussi sur la manière dont on achète aujourd'hui grâce au programmatique en out of home, sur le fait effectivement où on était plus sur des logiques de couverture auparavant et aujourd'hui on va vraiment sur de l'audience planning avec cette approche data. Et c'est vrai que chez Yahoo, c'est ce qui nous intéresse et ce qui fait qu'aujourd'hui on se positionne beaucoup plus sur la partie d'OH, c'est que ça devient un canal supplémentaire dans une approche omnicanal sur toutes les approches digitales. Donc évidemment, display, natif, audio, vidéo et du coup d'OH et de pouvoir avoir cette approche-là. Après, on le voit effectivement sur les options de ciblage. Évidemment, ça va être le nerf de la guerre de ce qui va être possible en activation. Donc chez Yahoo, on a un DOH Planner dans la DSP qui permet effectivement plusieurs typologies de filtres. Donc une approche géolocalisée classique, des approches de géofencing, comme tu disais, sur des points of interest. Après, de la contextualisation, donc on peut avoir les choix par media owner ou par venue type, qui permettent déjà effectivement de contextualiser beaucoup plus le sujet. On va avoir ce qui est possible effectivement en ciblage météo grâce aux data de Yahoo Météo. Et après, évidemment, sur une approche plus audience, donc c'est l'audience indexing, où là, du coup, on est en partenariat avec AdSquare, qu'on a signé du coup cet été, qui permet effectivement l'indexation des écrans par affinité sur leur data. Donc, super. Bon, alors là, vraiment, tu as vraiment ciblé tout ce que la data peut vraiment apporter en tant que diversité. De ton côté, Kautar, sur la data en temps réel, quelle est ta vision? Parce que c'est quand même ça le point aussi qui est important. Plus que jamais, je rejoins les points abordés par Pega. D'un point de vue plus global et sur une activité programmatique qui va concerner l'ensemble des formats et l'ensemble des leviers, c'est vraiment le pivot, la data. C'est ce qui va nous permettre de sophistiquer nos prises de parole, de vraiment aller chercher les audiences utiles, de pouvoir travailler justement toutes les notions de personnalisation, les notions justement d'adressabilité, de pouvoir être beaucoup plus pertinent en fonction aussi des zones de chalandise des zones de nos clients, d'avoir vraiment quelque chose qui soit beaucoup plus impactant. Et encore une fois, tous ces achats sans cette donnée et encore plus en temps réel aujourd'hui, ça nous apporte de l'agilité, de la réactivité, à coller effectivement dans le cadre des optimisations à ce qui fonctionne et pas simplement d'être passif. Donc plus que jamais, c'est au cœur de nos sujets. Mais j'ai aussi envie de dire que la data, il faut savoir l'appréhender. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement un segment que l'on vient pusher dans un deal pour pouvoir être sûr de cibler et d'adresser les bonnes audiences. C'est aussi de la donnée que l'on va pouvoir collecter, que l'on va pouvoir analyser et qui va nous permettre de pouvoir sortir des enseignements, soit pour effectivement justifier que le levier a bien fonctionné, que l'activation a bien fonctionné, et qui va aussi nous permettre de pouvoir enclencher un storytelling différent, complémentaire dans le cadre des activations des clients. Et donc du coup, on ne sera plus, grâce à la data, sur des activations, j'ai envie de dire, tactiques en one-shot, mais sur des choses qui vont pouvoir être travaillées dans le temps et qui vont pouvoir apporter toute la valeur ajoutée en fait, du levier programmatique. Et encore plus sur ce sujet concernant le DOH. Oui, et ça, si jamais je te suis bien, c'est un petit peu la base pour avoir des budgets de manière plus constante, beaucoup plus importante, sur des campagnes de manière beaucoup plus récurrente. C'est une façon de le dire, mais oui, effectivement, avec des rationnels, ça facilite notre travail, tout à fait. Tout ça, c'est dans la boîte, on est tous d'accord. Bien. Merci, c'était très clair. Laurent,
de ton côté, qu'est-ce que tu en penses? Je suis entièrement d'accord. Après, le gain pour le client, ça va être un gain d'efficacité avec le moins de déperdition possible. Je rejoins complètement là sur l'audience planning. On est passé de média planning à audience planning. Tous les ciblages que l'on peut activer, et moi-même qui suis en région pour le coup et qui active du local, du régional principalement, ça va être toute la finesse qu'on va pouvoir aller chercher, et même ce côté chirurgical, on va dire, qu'on va pouvoir amener à la campagne en allant jusqu'à la rue, ou voire même au panneau près si besoin. Ensuite, on rajoute tous ces flux extérieurs. Donc, je rejoins Pega sur le côté météo. Il y en a d'autres. Il y a l'état de la circulation. On va avoir la qualité de l'air. On va avoir des résultats d'événements sportifs. Tout ça va permettre, en effet, à l'annonceur d'avoir, on va dire, un contenu adapté au contexte et, bien évidemment, gagner en efficacité derrière. Très clair. Et alors, du côté du média honneur, cette data en temps réel, qu'est-ce que ça apporte? Il y a quand même beaucoup de choses qui ont été dites. Donc je vais peut-être peut-être faire un résumé. Non, mais ce qui est vrai, c'est que pour reprendre, je pense que le côté multiscreen est une vraie opportunité de pouvoir, à la fois dans la stratégie multiscreen, intégrer du DOH et d'élargir du coup par la même occasion le reach. Et ce côté flexibilité, il est effectivement pour un média comme le DOH, qui doit être plutôt anticipé quand même dans l'achat, une vraie opportunité. Pour reprendre un peu ce que tu disais, Jean-Christophe, c'est vrai qu'aujourd'hui, finalement, si on devait faire un parallèle, on a d'un côté aujourd'hui le gré à gré qui permet d'acheter des emplacements, on achète un emplacement, et effectivement l'achat en programmatique, où là, on va davantage acheter une audience. Donc c'est finalement, si je devais schématiser, deux manières de faire. Et en tant que média owner, c'est quand même pour nous une nouveauté que de devoir ouvrir, entre guillemets, nos stocks, parce que nos stocks, c'est quelque chose de précieux. Là, nos stocks, ils sont totalement ouverts, et on accepte qu'un annonceur et son agence achètent lorsqu'il le souhaite, où il le souhaite, nos inventaires. Donc c'est vrai qu'il y a cette notion de flexibilité finalement totale qui est laissée à travers le programmatique, qui est forcément en fait une opportunité, et qui va donc amener une flexibilité totale pour pouvoir effectivement faire, comme tu l'évoquais Laurent, du triggering à travers différents éléments, ou des campagnes éventuellement qui sont en DCO, qui se mettent effectivement à jour en fonction de différentes données extérieures. DCO, ben, je pense que le mot est jeté. Donc, Dynamic Creative Optimization, comment est-ce que tu le décris? Juste pour que tout le monde se mette d'accord et comprenne. J'ai un message. Ce message, il évolue en temps réel en fonction des différentes données qui peuvent exister. On a eu un exemple récemment avec Aven, où en fonction des rayons UV, on avait effectivement un message qui pouvait évoluer. Donc c'est quelque chose, en fait, il y a en gré à gré, je serais tenté de dire qu'on peut être amené à faire, sauf que quand on le fait, c'est une opération spéciale, quoi. On s'empresse en fait de faire un communiqué de presse. Normalement, en programmatique, ça doit plus légitimer ce genre d'approche. On a également un autre exemple qui était assez intéressant cet été avec Heineken pour leur marque Virgin, où on avait un plan gré à gré sur certains points de vente, et on est surpressé en fonction, là encore une fois, de données extérieures, donc la météo, pour du coup analyser la part du programmatique lorsqu'il faisait beau, puisque c'était l'enjeu. Donc on voit qu'on peut monter des plans comme ça qui sont beaucoup plus directs, beaucoup plus en temps réel pour le coup, dynamique, tout à fait, Jean-Christophe. Et donc effectivement, je pense que c'est un point qui est important. Super. Alors, ça serait bien aussi peut-être de voir, parce que là, c'est vrai qu'on utilise la data pas forcément pour le ciblage, mais pour faire évoluer le message, pour qu'il soit d'autant plus pertinent. Est-ce que tu as des choses à rajouter là-dessus, Béga? Parce que je pense que vous avez des exemples aussi là-dessus. Oui, effectivement, c'est vrai qu'on a un exemple dont on est assez fier, qui a été opéré au Brésil et qui a d'ailleurs gagné un prix, Silver Smarties, par l'association MMA Global. Et là, en termes d'enrichissement, c'est quand même assez abouti, où du coup, campagne d'OH pour Volvo. La logique, c'était vraiment de pallier le manque de concessions en physique par rapport à leurs concurrents, qui est drastiquement beaucoup plus réduit. Et là, l'approche, c'était de faire en fait des concept stores virtuels. Et donc, Trigger est développé du coup grâce au QR code. Et donc, quand on passait devant les 300 000 panneaux qui ont été ciblés, déclenchement d'un concept store virtuel en réalité augmentée. Et là, c'est effectivement toutes les interactions qui sont possibles. Donc, sur le mobile. Sur le mobile. Donc, du coup, vraiment ce côté omnicanal. Je suis un petit peu déçu qu'il n'y ait pas un store qui apparaisse à côté du panneau. On y travaille peut-être, tu ne sais pas. Non, et du coup, là, tu pouvais customiser ton véhicule, tu pouvais avoir un chat avec un vendeur, tu pouvais planifier une demande d'essai ou aller jusqu'à des demandes de simulation de financement.
Donc effectivement, c'était hyper complet. Ils étaient très contents du coup de cette opération. Et juste un point là-dessus, parce que c'est très 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 intéressant ce que tu dis, parce que là on se rend compte qu'on n'est plus du tout upper funnel, on n'est plus en entrée dans l'entonnoir, là on est vraiment dans le bas de l'entonnoir, on est vraiment au plus proche de la transaction. En tout cas, ouais, c'était exactement leur logique, c'était de se dire bon, on ne peut pas monter from scratch en physique des concessions, mais on veut pouvoir proposer la même opération et la même expérience. Et du coup d'utiliser le DOH pour ça, parce que c'est quand même hyper flexible et ça leur permettait d'être sur les points stratégiques qui les intéressaient en couverture, de ne plus avoir ces frais physiques, et en même temps de pouvoir du coup travailler l'innovation, travailler tout ce qu'on peut proposer en réalité augmentée, en interaction, pour une expérience qui soit hyper marquante. Et du coup, les 13 000 visites que vous voyez, c'est des visites avec interaction sur un de ces types d'interactions que j'ai définis. Donc c'est vrai que c'était assez marquant et c'était très innovant même pour nous, effectivement, d'aller sur cette approche-là. Alors là, c'est vraiment super parce que je vous disais l'importance pour nous d'avoir donc ce type d'études d'année en année, c'est que l'année passée, un des points qui était important, c'était de comprendre que pour la plupart des utilisateurs, le programmatique out of home permettait aux médias out of home, qui est naturellement vu comme un média plutôt branding, d'être vraiment dans une logique de perf ou de rentrer dans une logique d'action, drive to action. Et là, en fait, on se rend compte qu'on est vraiment dedans avec des logiques qui sont beaucoup plus avancées. Et du côté Havas, du côté agence, alors qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Parce que c'est plutôt sympa, non? Je veux dire, ça apporte des vraies réponses. Oui, mais au-delà d'être sympa, la DCO, ça nous permet surtout d'être beaucoup plus pertinent. Moi, je le vois sous deux aspects. Déjà, comme le disait Clément, juste d'un point de vue équipe et productivité, temps passé, ça permet de décupler en fait le potentiel d'une campagne et de ne pas avoir à setuper une campagne avec je ne sais combien de stratégies adaptées selon le nombre de créatives. Donc ça permet d'aller beaucoup plus vite, de pouvoir compter sur un algorithme qui va aussi optimiser en temps réel et donc de coller encore une fois à ce qui se passe au niveau de la campagne. Donc ça, c'est le premier point. Et le second, c'est que qui dit DCO, et je pense que c'est un exemple parfait, c'est aussi la créativité derrière. C'est comment je vais pouvoir adapter en fait le message qui n'a finalement plus de limites aux bonnes audiences. Et donc du coup, c'est à la fois pour moi, pour reprendre ton point, c'est à la fois un média qui va permettre de travailler justement sur la partie branding pour pouvoir avoir justement une proximité avec la marque, de pouvoir travailler le top of mind, etc. Mais plus que jamais sur ces aspects-là créatifs et d'interaction, surtout quand on est en milieu urbain, en mobilité, etc., c'est comment je capte l'attention pour déclencher finalement un acte d'achat qui peut être lié à de l'impulsivité parce que je vais être dans une zone effectivement ou une rue commerçante, etc., où je vais coller justement à un sujet qui est en fond dans ma tête et qui va me permettre justement de pouvoir avoir une expérience utilisateur et d'aller découvrir en fait des éléments beaucoup plus concrets autour d'une marque, d'un produit et me permettre de confirmer mon acte d'achat. Donc la DCO pour moi c'est quelque chose qui ne doit pas être négligé, qui ne doit pas être vu comme un élément accessoire encore une fois. C'est quelque chose qui devrait limite être un prérequis sur la partie digitale, mais ça demande quand même beaucoup d'anticipation et de travail en lien avec les agences créa, l'annonceur, puisqu'en fait il faut vraiment se projeter sur différents scénarios potentiels pour pouvoir leur donner une réalité ensuite opérationnelle. Très clair. Et toi, Laurent, de ton côté, comment tu vois ça au niveau activation, DCO? Qu'est-ce que tu en penses? C'est une super opportunité et ça facilite grandement le travail de programmation. En effet, il n'y a pas photo là-dessus. Je te remercie, Clément, de m'avoir laissé mon exemple sport. J'ai une appétence avec ce domaine-là. Je vais prendre deux exemples. Le premier, c'est pour des parieurs sportifs. Pouvoir aujourd'hui utiliser la DCO, c'est pouvoir communiquer sur les écrans en temps réel, notamment sur les cotes. Donc pour tout ce qui est paris sportif, c'est très bien. On peut bien évidemment, et dans ce cadre de parieurs sportifs, venir faire, je parlais de chirurgical, mais on peut venir faire de la surpression autour des stades, par exemple 3 heures avant le match, et venir choisir en effet tout ce qui est, on va dire, mobilier urbain, commerce de proximité, de manière à vraiment impacter la clientèle souhaitée. Et ensuite, ça peut être aussi une prise de parole à l'issue du match, parce que là on parle de avant et pendant le match, et ça peut être après le match. On s'est penché notamment dans le sud-ouest, on est très rugby, donc on s'est penché sur les partenaires du rugby, et on s'est dit qu'on pourrait leur proposer, en fonction des résultats du match, dès le coup de sifflet final, de pouvoir afficher
pour que les gens, les spectateurs, dès la sortie du stade, puissent voir un message, soit d'encouragement ou au contraire de félicitations, et de pouvoir s'afficher auprès, on va dire, de ces valeurs du rugby. Il y a en plus un aspect important, c'est que les formats portraits que l'on va avoir, que ce soit dans la rue ou dans les transports, vont pouvoir nous avoir des interactions avec tout ce qui est notamment réseaux sociaux et les médias sociaux. Et donc ça va être très intéressant pour créer un petit peu de redondance là-dedans. Super. Tu as quelque chose à rajouter, Clément, ou tout est couvert? Je pense que c'est complet, là. Ok, c'est complet. Non, mais je propose, hein, tu disposes, mais je propose. Ok, très bien, super. Donc, d'autres conclusions au niveau du rapport étaient en train donc, de mettre en avant le fait que l'achat programmatique out of home se fait donc, aux côtés d'autres activités, mais aussi est capable de pouvoir amener des budgets supplémentaires ou complémentaires qui viennent d'autres canaux. Vous avez donc le détail sur les écrans. Donc la question là, c'est est-ce que c'est quelque chose que vous voyez? Est-ce que c'est quelque chose qui est une grande tendance? Est-ce que vous pensez que c'est une tendance qui va grandir ou pas? Qu'est-ce que tu en penses, Kauta? C'est vrai que c'est une question un peu biaisée parce qu'on pose la question à l'agence. Est-ce que vous allez mettre plus d'argent sur le médium? Allez. Bon, je suis désolé, mais ouais. Je suis un peu pris en étau là. Donc, c'est sûr. On a depuis 2020 maintenant l'essor. Le sujet a été mis sur la table. Je pense que tout le monde l'a bien compris. On a dépassé, en tout cas pour nous, au niveau de l'agence Havas, le côté évangélisation et éducation. Je pense qu'aujourd'hui, le nombre de campagnes sur le DOH programmatique montre qu'il y a un intérêt. On en est tous à sophistiquer justement nos activations, à travailler les sujets liés à la mesure, etc. Donc oui, après, il faut vraiment, un annonceur doit pas céder en fait au raccourci qui est de je vais prendre une pocket d'investissement sur un levier déjà existant pour essayer de faire des tests. Oui, ça on peut le faire en première approche. Mais une fois que ce test a été fait et que ce test est concluant, c'est comment j'intègre une véritable stratégie et comment je donne un véritable budget en fait à ce levier-là. Et donc du coup, l'arbitrage, il se fait en fonction effectivement de la manière dont l'annonceur va gérer ses campagnes, les formats et les médias, j'ai envie de dire surtout, qui sont activés. Effectivement, c'est plus facile de travailler à l'intérieur d'une enveloppe digitale sur toutes ces notions programmatiques et toutes ces déclinaisons. Mais on vient aussi parfois, et c'est aussi le sujet, chercher de la complémentarité des audiences qui ont déserté les médias traditionnels et qui arrivent effectivement sur ces sujets beaucoup plus digitaux. Et c'est comment je peux aussi aller récupérer, pourquoi pas, du budget qui vient du off pour l'amener sur le on, ou tout simplement aussi avoir une logique de nouvelles lignes de budget incrémentaux qui viennent nourrir une stratégie bien particulière. Donc il y a autant de cas de figure qu'il n'y a de clients. Notre volonté, en tout cas à nous, c'est de ne pas céder justement à ces raccourcis qui, sur le long terme, n'auront pas vocation à tenir, mais c'est plutôt de laisser toute la valeur et toute la place en fait à ce levier pour l'installer en fait dans le temps et de lui attribuer à sa juste valeur l'enveloppe qui correspond pour pouvoir en tirer tous les enseignements. Donc le sujet financier, on le pense avec un petit peu plus de réflexion et un peu plus de pérennité, j'ai envie de le dire. Et nous te remercions parce qu'il est vrai qu'Havas a fait beaucoup d'efforts là-dessus. Vous êtes un des pionniers, je dirais, à cross the T's and dot the I's, donc à tout faire pour mettre en place les ressources, les talents, le skill set et être capable d'avoir un vrai discours construit. En tout cas, non, mais c'est vraiment ce qui permet aussi au marché de bouger, puisque plus que jamais, vous êtes le conseil des marques et qui leur permet donc de faire les bons choix. Mais ça amène à un autre sujet, je ne sais pas si on en parlera, mais qui est celui de l'organisation aussi en agence, puisqu'on ne pourra driver finalement ces investissements et ce développement que si le sujet est aussi porté par bien évidemment les équipes digitales qui ont cette appétence et cette affinité justement avec ce sujet-là. Mais c'est comment je vais venir aussi compléter les connaissances de mes acheteurs classiques qui sont sur le média affichage, comment je vais les hybrider, comment je vais leur partager finalement cette expertise-là pour qu'ils soient aussi en avant-phase avec leurs clients pour justement apporter tous les éléments, tous les arguments en faveur ou pas, bien sûr, en fonction des questions qui sont posées. Mais voilà, c'est un sujet qui doit être porté par le collectif en agence et je pense que le sujet organisationnel doit être pris pour pouvoir permettre d'aider à un développement en tout cas beaucoup plus rapide. Eh bien ça, on en parlera un tout petit peu après parce que je voudrais entendre
mais c'est un point, c'est absolument clé. Donc je ne suis pas en train de mettre ça sur le côté. Je te promets qu'on va y revenir. Mais Laurent, de ton côté, sur la question, sur les chiffres qu'il y a sur les écrans. Alors aujourd'hui, la part du doux dans l'affichage, le marché de l'affichage, c'est assez. Il y a vraiment un fossé entre l'affichage classique et l'affichage digital. Sauf qu'une fois qu'on s'est dit ça, on a un média qui est vraiment en pleine explosion, lié en effet au programmatique. Et aujourd'hui, d'un inventaire qui est vraiment complet et qui permet en effet d'activer plusieurs éditeurs. L'IAB prévoit de doubler les investissements sur le double programmatique d'ici 2024. J'ai envie de dire c'est presque demain. Moi, ce que j'ai remarqué aujourd'hui, c'est qu'on est quand même sur de la digitalisation des usages. Hein. Le OOH devient DOH. Et que sur les budgets qui arrivent, les annonceurs ont tendance à, on va dire, transférer des budgets offline sur ce nouveau média novateur pour eux. D'accord. Mais c'est vrai, alors, bon, je suis parfaitement d'accord sur le fait qu'il y a une évolution à travers la digitalisation, mais il est vrai qu'il y avait aussi une question dans les années passées qui était de dire le nombre d'écrans qui sont dispo, qui sont accessibles. Est-ce que ça, c'est toujours un souci ou pas toi, de ton côté, Pega, Nous, c'est vrai que c'est quelque chose qui fait effectivement, qui a changé la donne pour nous. C'est qu'effectivement, le DOH, c'est quelque chose dans la DSP qui existait depuis plusieurs années, qui n'était pas tellement déployé en France parce qu'effectivement, il manquait les inventaires. Ouais. Ça s'est accéléré l'année dernière et surtout cette année. Donc c'est vrai que là, maintenant, on voit qu'on a quasiment toute la supply qui est accessible. Ouais. Il y a des évolutions encore et ça demande, je pense, des organisations et des changements côté Media Owner pour certains. Mais on voit que voilà, il n'y a plus ces freins-là. Et c'est ça qui fait une opportunité qui est hyper intéressante pour des acteurs omnicanaux de remonter sur ça parce que maintenant, ça devient un levier digital comme un autre. On y reviendra plus tard, il y a encore des sujets d'optimisation de workflow qui vont, je pense, un peu simplifier la vie. Mais c'est vrai que voilà, on peut amener les bons côtés de la programmatique et du digital dans le fonctionnement et dans l'achat OOH et en ayant accès à tout et pas qu'une partie de l'inventaire. Et c'est vraiment clé. Et c'est pour ça qu'on souhaite le pousser beaucoup plus. Alors du côté du Media Owner, quand on parle d'écran disponible, tout ça, qu'est-ce que ça t'évoque, Clément ? Pour peut-être juste préciser sur le côté qu'est-ce qui est disponible aujourd'hui en termes d'inventaire, il y a une étude qui a été faite avec l'IAB sur la France et il y a à peu près aujourd'hui 85% des inventaires qui sont disponibles, donc c'est la quasi-totalité. Il manque en gros 2 média owners, donc je ne donnerai pas les noms, ça se fait pas, mais en tout cas voilà, ça veut dire qu'il y a quasiment la quasi-entièreté en fait, des écrans qui sont disponibles à l'achat programmatique, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Nous on a fait le choix, que ce soit dans l'univers aéroport et dans l'univers urbain, de mettre tous les écrans en programmatique. L'idée étant d'offrir le maximum en fait, de possibilités et que ce ne soit pas uniquement des invendus. Donc l'idée c'est bien d'avoir ouvert tout le parc et de proposer du coup effectivement une offre programmatique qui reste premium. Donc c'était l'enjeu. Et ce qui tombe bien, c'est que ça, du coup, pour revenir en fait sur le sujet et sur les chiffres, on est de nature assez curieuse et on aime bien rencontrer de nouvelles personnes chez JC2Co. Et il se trouve en fait que sur les 100, allez, si je prends 100 clients en 2022, 70 c'était de nouveaux annonceurs. Donc c'est plutôt 70. En fait 70, ouais. 70% de new business. Exactement. Donc plus fort que ce que l'on voit Alors, sur les chiffres. Je vais nuancer parce qu'il faut dire la vérité, mais c'est 70% de nouveaux clients, c'est 35% de nouveaux budgets. Donc ça veut dire que c'est beaucoup de nouveaux clients et c'est une très très bonne nouvelle parce que c'est des gens qu'on n'avait jamais vus pour la plupart, que ce soit d'ailleurs chez JC2Co en OH ou même en DOH. Et effectivement c'est 35% parce que ce sont pour le moment des budgets qui sont compris entre 5 et 20 000 euros, qui ne sont pas d'énormes budgets, mais ce qui est la bonne nouvelle, c'est que beaucoup reviennent. Donc notre croyance, c'est que ces nouveaux clients vont commencer à investir de plus en plus fort, et donc on va pouvoir tabler effectivement sur ces nouveaux clients-là. Donc c'est plutôt une très bonne nouvelle. Donc on est sur une logique plutôt de test and learn encore pour la plupart de ces nouveaux clients. Mais les anciens sont sur une logique qui est d'un petit peu plus de croissance et de développer et d'utiliser tous les leviers du média. Exactement, sachant que 2022 est quasi fini, les tests ont été faits, donc là on est plutôt maintenant sur le renouvellement. Très très clair. Donc je voudrais revenir sur un point qui était le fait que en France, le DOH programmatique est principalement acheté aux côtés des autres activités out of home selon 58% des responsables médias. Et ça, c'est 9% de plus par rapport à l'année passée.
Et ça va un peu à l'encontre, je parlais d'une exception française, ça va un peu à l'encontre de ce que l'on a observé sur les autres marchés pour lesquels le DOH programmatique était plutôt booké par des équipes qui étaient liées au digital et au programmatique et pas à l'out of home. Donc la France là-dessus est un petit peu sur, je dirais, à contre-courant au niveau de l'évolution, puisque c'est la partie des équipes out of home qui sont le plus souvent sollicitées. C'est un petit peu le point que tu relevais. Qu'est-ce que ça évoque pour toi? Qu'est-ce que tu penses qui va être nécessaire pour que ça bouge? Alors, est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Et comment est-ce que ça peut bouger? C'est une opportunité dans sa globalité de toute façon. Donc oui, effectivement, après, on s'adresse à un métier, en tout cas l'achat du média affichage qui a une certaine technicité. Donc c'est absolument différent de ce que l'on peut aussi trouver en télé, en radio et autres. Donc il est nécessaire de travailler en synergie en fait avec ces experts-là, d'apporter du coup le savoir opérationnel lié aux programmatiques, aux plateformes, à la manière d'acheter. Mais il est aussi très important pour nous de pouvoir prendre en considération cette expertise-là, la spécificité de chacune des régies, des formats, des écrans, etc. Puisque c'est aussi parfois, enfin c'est surtout considéré comme étant des patrimoines. Donc voilà, c'est pas simplement une impression qu'on vient acheter, il y a aussi tout un cadre à considérer. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut aujourd'hui réussir à adapter en interne et en fonction des différentes organisations, une façon de travailler qui soit finalement vertueuse et qui permette de lier en fait ces deux mondes-là pour que la réalité dans l'activation soit sentie. Donc pour nous, on y travaille depuis pas mal de temps. On a fait le choix à la fois d'être très proche des équipes OOH, de travailler avec eux main dans la main, de prendre aussi un référent au sein de ces équipes pour le former sur le métier de trading, pour que justement il puisse aussi de la réflexion média et de sa connaissance pouvoir avoir une illustration et un témoignage concret de ce que c'est qu'une campagne sur une plateforme programmatique, qu'est-ce qu'une DSP, comment ça se comporte, qu'est-ce qu'une interface, etc. Donc plus que jamais, nous on travaille main dans la main. Et je pense que c'est hyper intéressant puisque de toute façon, le digital est partout, le programmatique est partout. Et si on veut continuer à être pertinent vis-à-vis des clients, il ne s'agit pas simplement de faire un switch des budgets ou de faire un switch des activations, mais de continuer à nourrir à la fois nos équipes et à la fois nos clients de tous ces enseignements que l'on peut sortir sur une campagne, liés à la data, liés à tout un tas d'aspects, et surtout à une culture aussi liée à un client et à un historique qui va nous permettre de pouvoir pousser les choses un cran plus loin et de continuer à être pertinent. Donc moi, je le vois que comme une opportunité. Ça demande du temps et de la patience, bien évidemment. Il faut que les gens veuillent prendre le sujet. Mais ça fait 1 an et demi qu'on est sur ça chez Havas et ça se passe plutôt bien. Pour preuve, le nombre de campagnes que l'on active et surtout le choix aussi d'avoir intégré à l'intérieur de notre stack des spécialistes liés justement au DOH programmatique, en plus des plateformes multi-channel qu'on avait déjà. Très très clair. Alors du côté Média Honneur, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que c'est vrai qu'il y avait un petit peu le point qui était de dire... si jamais ce ne sont que les équipes out of home dans les agences, on va peut-être avoir donc une continuité, peut-être plus de budgets qui vont migrer du traditionnel, mais peut-être moins de budgets incrémentaux, c'était un point. Et 2, est-ce qu'on va être capable d'avoir du out of home peut-être intégré dans toutes les campagnes multicanales, ce qui donne la capacité aux médias de jouer avec toutes ces capacités à être complémentaires avec du social, avec du search, avec du mobile. Et donc ça, c'est un petit peu la grande question. Parce que ça, c'est les grandes tendances qu'on a vues sur les autres marchés, en fait. Le fait qu'ils voyaient le fait de faire sortir l'out of home de son silo, de son créneau et de le mettre avec les autres médias apporter plus de valeur. C'est le 1 plus 1 égale 25, enfin on va dire 2,5, qui était vraiment là. Donc au niveau JC2Co, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, c'est pas forcément moi de me prononcer sur l'organisation d'une agence. Non, mais en tout cas, tu travailles avec. Donc. Oui, bien sûr. En revanche, effectivement, ce qui est certain, c'est que je pense qu'il faut l'expertise en fait de tout le monde, une expertise peut-être digitale, parce qu'on l'a dit, c'est un achat à l'audience et les gens qui depuis de nombreuses années achètent du digital, pour eux c'est inné. Mais à l'inverse, effectivement, on le sait, en DOH, il y a énormément d'univers qui existent. Il y a une couverture globale de la France, mais qui n'est pas forcément toujours homogène. Donc il faut quand même aussi cette expertise en fait du média. Donc il faut, je pense, juste en fait que tout le monde se parle bien, qu'il y ait effectivement systématiquement un échange finalement entre spécialistes.
qui doit faire quoi, c'est encore une fois pas à moi d'en juger, mais oui, il faut forcément qu'il y ait beaucoup d'échanges sur ce sujet-là. Et quoi qu'il en soit, à la fin, il faut que ce soit quand même l'audience qui prime, l'achat à l'audience, avec effectivement finalement cette garantie que le plan couvrira bien, pas que la ville de Brive, sans offense aucune, mais voilà. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut en fait effectivement qu'il y ait une couverture qui soit cohérente et qui soit assurée finalement peut-être à ce niveau-là par des spécialistes. Donc encore une fois, je pense que c'est un savant mélange de chaque BU qui doit être mis en place. Très clair. Et du côté du DSP, puisque vous êtes au cœur en fait de la relation, Oui. vous activez, vous faites que la campagne programmatique prenne forme, vous avez une fonction de guide et de support. Qu'est-ce que tu en penses? C'est vrai que nous, pour nos clients, on a vraiment ce rôle d'évangélisation qui a été effectivement mené sur le marché. Et comme on parle complètement aux acteurs digitaux qui ont l'habitude d'activer les autres canaux programmatiques, c'est vraiment d'être en accompagnement, comme vous le disiez, de nous, l'expertise programmatique qu'on va avoir, de s'appuyer sur nos partenaires Media Owner, SSP, pour pouvoir du coup infuser ça à des acteurs qui vont l'avoir en interne, vont parfois pas l'avoir et vont être demandeurs. Et effectivement, on a besoin de jouer ce rôle-là. Donc il y a un besoin d'accompagnement et de continuer cette évangélisation sur des acteurs qui... On ouvre le spectre en fait. Le fait d'être un DSP omnicanal et d'être sur des acteurs qui sont aujourd'hui plus digitaux, ça permet de parler, comme tu le disais, à des gens qui venaient pas, qui connaissaient pas, ou c'était d'autres entités qui en faisaient. Donc c'est soit des nouveaux budgets, soit effectivement des transferts comme on l'a vu, et de pouvoir activer dans des logiques omnicanales. Et c'est là ce que nous on va effectivement pousser, ce qui va nous différencier, c'est de pouvoir avoir des logiques qui vont vraiment permettre pas seulement des activations synchrones, mais aussi des logiques de retargeting sur des exposés d'OOH. Et c'est là où effectivement on va sur des choses qui de la même manière vont travailler le branding, le upper funnel ou le bad funnel. Donc c'est plutôt sympa. Donc tu l'as dit, upper funnel, lower funnel. Donc on va parler un petit peu de l'entonnoir et de la façon dont le média est perçu. Donc c'est un des points auxquels je faisais allusion. Donc il est considéré donc que l'out of home en tant que tel était plutôt branding, la façon de le trader en programmatique avec la data et toutes les capacités, tout ce que cela entraîne, donne une pertinence aux médias sur des campagnes qui sont plus liées à la perf, en tout cas qui sont plus proches d'un call to action. Ça peut être visit in store, ça peut être aller sur un site, donc du drive to store, drive to web. Et donc, bien évidemment, ça ouvre d'autres portes. Ça veut dire que le média out of home, dans une logique de trading programmatique, permet de répondre d'une manière toute simple à plus de besoins clients, à plus de types de campagnes. Donc la question là-dessus, c'est est-ce que c'est quelque chose que vous voyez? Est-ce que ça permet de faire venir des marques sur des budgets plus importants? Est-ce que c'est encore quelque chose qui est plutôt naissant? Est-ce qu'il y a besoin d'évangéliser un peu plus? Est-ce que c'est bien compris, ça, au niveau du marché, que le média out of home en programmatique est capable de couvrir un champ plus large au niveau des besoins des marques, en fait? En fait, je pense que la question est là, au final. Du coup, pour moi? Pour toi, oui. D'accord, très bien. Je suis ton regard. Alors, c'est vrai qu'effectivement, et c'est dans la lignée de ce que je disais, on a aussi une particularité chez Yahoo d'avoir une marketplace exclusive native. Donc, c'est vrai qu'on a cette appétence sur des typologies d'annonceurs qui vont être plus orientés perf. Certains qui vont devenir vraiment, qui ont l'habitude de faire plus social, search, perf, lower funnel complètement. En plus, avec la data exclusive qu'on va avoir sur du search retargeting ou ce genre d'approche. Donc là, on est sur du bad funnel complètement. Et ces gens-là, on les ouvre, comme je le disais. Après, effectivement, on a cette approche que permet le DOH sur le branding et qui est plutôt historique, sur des logiques de couverture. Et on l'a vu dans l'exemple de Volvo, sur des logiques de drive to store. Donc le fait de pouvoir allier les deux, ça permet de ce type de discussion. Et c'est vrai qu'on est plus en fait force de proposition auprès de nos clients. Et on leur demande en fait spontanément c'est quoi leur position, est-ce qu'ils en font, est-ce que c'est quelque chose qui est nouveau, est-ce que c'est quelque chose qui peut être pertinent, et du coup dans quelle logique et dans quel objectif, et en travaillant les deux. Donc c'est vrai qu'on défriche un petit peu sur des gens qui soit le faisaient pas, soit se disaient que c'était compliqué, et de jouer vraiment ça. Donc nous on remonte plutôt sur ce type d'acteurs parce qu'on va effectivement avoir soit ceux qui sont très perf, sur lesquels du coup on leur dit effectivement le DOH ça te permet aussi de venir avec le geofencing, le drive to store, mais aussi le branding, et des acteurs au contraire qui sont sur de la couverture, du branding, de la vidéo, de l'audio, et de leur dire le DOH du coup ça a sens aussi. Donc en fait on peut vraiment tout adresser, c'est ça qui est plutôt intéressant.
Et toi, Clément, là-dessus, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu vois? Ce qu'on voit, c'est que sur l'écosystème digital, depuis 1 à 2 années, on parle de plus en plus de ciblage contextuel. Le DOH, on l'a dit, le permet de fait. Donc effectivement, ça accélère en fait des sujets de branding. Et puis encore une fois, le fait de pouvoir contextualiser un message et la granularité en fait qu'apporte par nature le DOH au niveau géographique permet effectivement d'aller sur des logiques de drive to store, de choses comme ça. Donc voilà, on a aussi des univers en DOH qui sont sur des points de vente, etc. Donc forcément, il y a un média qui, par nature, peut gérer en fait le haut et le bas de funnel, pardon, et c'est renforcé effectivement par ces sujets de contextualisation et d'hyperciblage. Donc en fait, c'est un vrai média du local, mais qui est aussi capable de faire du branding, tout en affinité, mais en efficacité. Exactement, c'est le média du local. C'est un peu la combo jambon-fromage, c'est le truc qui couvre absolument tout. Ouais, en France, c'est important. Ouais. It's not me, hein? It's him. Anyway, et toi alors Laurent, province, comment ça se passe? Est-ce que toi tu vois les mêmes choses ou est-ce que les annonceurs sont dans une autre dynamique? Alors moi j'observe principalement de la notoriété. Voilà. Alors, je le considère hybride et je vais m'expliquer, mais j'observe moi davantage de communication sur le branding. Donc le DOH il permet de travailler les deux items. Même si pour moi, en effet, il excelle dans le branding. Je vais faire un parallèle pour illustrer ça sur les trois, on va dire, raisons de communiquer pour une marque. Pourquoi elle doit communiquer? En un, il y a toujours se faire connaître, se faire repérer. On est plutôt là dans le haut du tunnel, on s'adresse à un maximum de personnes. Le Do va être idéal pour ça parce qu'il va permettre notamment, le format vidéo va être beaucoup plus impactant, va faire interagir, on va dire, le client potentiel. On va être là plutôt sur des indicateurs, bien évidemment, de notoriété de la marque. En deuxième point, pourquoi on fait de la communication? C'est au moment où on est connu, c'est de se faire choisir et donc se faire préférer. À ce moment-là, on est vraiment sur le bas de l'entonnoir. Avec des possibilités aussi de retargeting, tu en as parlé tout à l'heure, donc ça peut être intéressant, retargeting mobile notamment pour aller accentuer le passage à l'achat. Et là on est vraiment sur des indicateurs plus d'intention d'achat ou de drive-to en effet. Et le troisième item qui va être intéressant parce que même si une marque aujourd'hui a de la notoriété et convertit énormément, elle se doit de communiquer pour ne pas se faire oublier. Voilà, ça c'est le troisième point. Et là, le champ des possibles sur le Do, et notamment en termes de créativité, on peut laisser vraiment libre cours pour le coup à sa créativité et envisager tout un tas de créas avec un maximum d'interaction. Très clair. Je te remercie. Si jamais on jette un petit coup d'œil à l'écran, il y a quand même quelque chose qui est assez intéressant. En tout cas, moi, ça a été une petite surprise. Durant très 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 longtemps, je disais à mes équipes, écoutez les gars, ça va être essentiellement essayer de faire comprendre aux agences et aux DSP, si jamais en fait ils investissent juste 10% de leur budget mobile programmatique en out of home, parce que tout à fait schématiquement, avec 90% de ton budget, tu auras quasiment les mêmes outputs que si tu avais mis 100%. Job is done, parce que 10%, ça pourrait être super complémentaire, ça apporter plus de valeur. Enfin voilà, en tout cas, on est dans de l'incrémental. Et quand je vois les chiffres que vous pouvez voir ici, tant au niveau d'une logique de perf ou une logique de marque, le channel qui est perçu comme étant le plus complémentaire en combination avec du DOH programmatique, eh bien c'est le social network, c'est le réseau social. Et ça c'est très 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 intéressant parce que tout à fait schématiquement, moi dans mon esprit, j'étais plutôt dans la logique de dire le programmatique out of home est un média qui touche très très bien donc les classes d'âge 15, 24 et un petit peu plus, qui est avant tout les tranches d'âge qui sont très très bien touchées, couvertes par les réseaux sociaux. Donc je m'attendais à ce qu'il n'y ait pas forcément cette complémentarité aussi forte. Et en fait là on se rend compte que la plupart des professionnels en tout cas le perçoivent comme étant au contraire extrêmement complémentaire. Et c'est vrai que quand on regarde où se trouve le mobile, ça arrive un petit peu après. Ça arrive après Broadcast TV, après audio numérique, après recherche, après tout ça. Donc c'est très 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 intéressant. Qu'est-ce que vous en pensez comme ça à chaud? Est-ce que vous êtes assez d'accord avec ce classement ou est-ce que ça vous surprend aussi un peu? Là c'est une question pour tous, hein, à la volée.
peut-être pas tous en même temps, mais à la volée, dites-nous un peu ce que vous en pensez. Bah, après, tu as quand même l'appli sur les applications mobiles, c'est quand même Oui, à c'est- égalité. Donc, Ouais, je non, mais je t'en suis parle, d'accord, mais en ouais. même temps, les usages sont mobiles sur les réseaux sociaux, donc il y a quand même quelque chose qui fait complètement sens. Donc, en fait, Ouais, il y a ok, vraiment. c'est vrai. Ouais, donc, je tempère un peu. Non, mais ok, faire, absolument. On peut effectivement être surpris. Après, finalement, parce que moi, je connais mieux le DOH, mais ce qui est certain, c'est que sur le DOH, on a dit que c'était flexible. Il y a une souplesse du coup qui est énorme, et c'est aussi ce qui fait que je pense que c'est pas le média du bas ou du haut de funnel, c'est juste en fait qu'est-ce qu'on veut en faire, quoi. Et encore une fois, la flexibilité dont on parle depuis tout à l'heure fait que on peut le travailler de manière à être plutôt sur le haut ou sur le bas de funnel. Mais en tout cas, on peut quand on se l'approprie, on en fait un peu ce qu'on veut et il sert les objectifs qu'on souhaite, quoi. D'accord. D'autres Moi, je trouve que ça illustre bien aussi ce que disait Pega, c'est-à-dire que là, on est face à la réalité de ce que sont devenus les usages et la manière dont on consomme aujourd'hui les contenus. C'est très vrai, oui. Voilà. Et encore une fois, on est sur un média qui permet aussi d'être, entre guillemets, attiré quand on est en mobilité. Donc, combiné aux réseaux sociaux qu'on consomme un petit peu partout aussi, ça fait sens pour moi. Très bien. Laurent, de ton côté? Mon exemple tout à l'heure à la sortie des stades d'activation sur des panneaux, en effet DOH et du réseau social vient illustrer tout ça. C'est vrai que ça cadre bien. Ouais. Voilà, notre agence Eliette au sein du groupe Sud-Ouest a lancé son offre influenceur avec des influenceurs locaux. Et ça vient répondre véritablement à une demande aujourd'hui de nos clients. Donc je ne suis absolument pas surpris pour le coup. Ok, très bien. Donc, je ne me souviens plus qui avait dit que a picture is worth 1000 words, mais alors pas forcément nos photos à nous, hein. Fallait nous le dire, si vous voulez qu'on se taise. Fort, très fort. Non, c'était pas du tout l'intro que je voulais faire pour ça. Non, c'était plutôt de vous dire que nous avons demandé donc aux éminents experts qui sont assis et qui sont assis à ma droite de présenter un cas pour pouvoir illustrer un petit peu leur utilisation du DOOH. Et donc, on va démarrer par toi, Laurent. Allons-y. Donc, si vous pouvez envoyer, voilà, une petite vidéo. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, dire comment tout ça est venu et Exactement. Exactement. Je vais expliquer pourquoi, et il y a 2 points là-dessus, pourquoi j'ai choisi cette campagne. La première, c'est qu'elle illustre vraiment complètement à la fois la puissance et la finesse que peut proposer le DOH, pardon, excusez-moi. Il y a eu un reach hyper important, on est sur 13 millions de personnes impactées, mais pour autant, on est allé travailler des zones de chalandise de petits commerçants locaux. Ça a été très vite, mais il y avait même une communication et donc sur les réseaux sociaux sur Bordeaux. Donc c'est des zones de chalandise qui étaient vraiment très courtes et en cela la finesse et le côté chirurgical dont j'ai parlé tout à l'heure est vraiment illustré là-dessus. On voit qu'il y a également sur cette campagne-là un relais sur les réseaux qui va permettre d'avoir encore plus de viralité. Voilà, au-delà des simples performances de la campagne DOH, la Société Générale a enregistré de la viralité sur les réseaux sociaux. Donc en ce sens-là, je trouve que la campagne est réussie. Après, on peut se parler de la créa qui n'intègre pas véritablement toutes les possibilités qu'offre le DOH. Ça, c'est encore autre chose. Et je pense qu'aujourd'hui, on a encore un gros travail à faire sur les créas et sur ce qui passe sur les panneaux. Les clients devant comprendre qu'ils sont dans des environnements spécifiques et qui se doivent de capter l'attention des gens. Mais ça, on y travaille de plus en plus et plus on aura des créas dynamiques, interactives et en adéquation avec l'environnement, et plus on aura des retours qui seront intéressants et on va dire des post-tests qui seront vraiment en rapport avec ce qu'attendent les clients. La deuxième chose, et pourquoi j'ai choisi cette campagne, c'est qu'on traverse actuellement un contexte socio-économique qui n'est pas facile. Je ne vais pas reciter, mais guerre,
inflation, enfin, bon, il y a beaucoup de choses, pandémie, enfin, il y a beaucoup de choses. On laisse ça de côté, on va essayer d'être optimiste, mais ça montre que l'année à venir sera inévitablement tendue. Et donc, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais c'est un exemple de campagne qui peut être mis en place, on va dire, en termes de communication de crise ou en lancement last minute. Et en ce sens-là, le DOH, de par son extrême réactivité, sera parmi les premiers leviers à activer quand un client viendra nous trouver avec cette problématique-là. Ok, très clair. Et toi, Clément, tu as choisi de nous parler ? J'ai choisi une campagne pour faire plaisir à Laurent. Non, justement, c'est une campagne qu'on a eue. Alors, c'est pas Monoprix, du coup, je vais peut-être laisser. C'est qui Monoprix, c'est toi ? Mais c'est Dans pas le sens grave. que tu veux. Monoprix, Monoprix, c'était pour nous. Eh C'était ben, pour Yahoo. Monoprix. Alors, on envoie Monoprix, chef. Alors, on fait Monoprix. Monoprix. Du coup, c'est Voilà. pas de vidéo. C'est Merci. une campagne que vous pouvez voir en ce moment, qui est en fait une logique omnicanal dont je vous parlais. Et c'est là où, effectivement, on a une plus-value à apporter. Monoprix avait une logique de trafic en magasin et sur son site e-commerce. Et du coup, là, on est parti effectivement sur une logique géofencing autour des Monoprix. Allié du coup derrière à une campagne de retargeting sur du native avec Yahoo Native et l'Open Native qui est disponible, donc avec tous les SSP disponibles dans la DSP. Donc là on a vraiment une approche dont on parle qui va effectivement être sur les exposés de la première vague de la campagne de Monoprix sur la vague 2 en continuité omnicanal. Donc c'est effectivement ça qu'on trouve assez intéressant et c'est là où il y a des nouvelles problématiques qui sont possibles et où on peut revenir dans la durée avec les annonceurs comme on en parlait un peu plus tôt. Très clair, très bien. Ok, c'est clair. Et donc, nous avons Clément qui va bien évidemment commenter sa campagne. Voilà, comme tu l'as dit, les images valent mieux que 1000 mots. Exactement. Donc, non, c'est effectivement donc c'est une campagne qu'on a depuis le tout début d'année avec la Française des Jeux pour leur application Parions Sport. Donc, ça reprend effectivement ton exemple, Laurent. Exactement. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une campagne qui est un stop and go, c'est-à-dire que Parions Sport choisit à chaque fois sur quel événement, sur quel match ils vont activer la campagne. Derrière, on le voit, donc il y a une campagne donc, du DCO, puisque les visuels et les cotes sont mis à jour en temps réel avant le match. Et c'est effectivement, en plus, dans le temps, une campagne qui cible 3 heures avant le début des matchs, parce que finalement, le parieur, il parie toujours un peu last minute. Donc, ça permet de se coller à ce comportement-là. C'est aussi une campagne qui est cross-channel, cross-univers, pardon, puisqu'on n'est pas uniquement dans l'univers urbain, on est aussi en fait dans d'autres univers où il y a du DOH, donc c'est intéressant. Et c'est cross-channel, parce qu'il y a du mobile. Donc je crois qu'on a coché beaucoup de cases sur cette campagne-là. Donc c'est effectivement forcément une campagne coup de cœur, parce qu'en plus, effectivement, c'est une campagne qu'on voit régulièrement, parce qu'elle est à l'année, quoi. Donc voilà. C'est des campagnes qu'on aime, en fait, finalement. Des campagnes à l'année. C'est exactement ça. Voilà, ok. On a bien tous compris. Alors, généralement, j'adore mettre une question dans le panel, une question surprise. Donc c'est une question que les panélistes n'ont pas vue. Rien n'a été préparé sur la question. C'est ce que j'appelle la question baguette magique, mais qui est aussi une question assez facile. Si vous aviez la possibilité d'avoir une baguette magique pour aider ce média à décoller, à aller plus vite en tant que tel dans son évolution, qu'est-ce que vous choisiriez ? On va partir dans l'ordre, donc on va commencer par toi, Péga. Très bien. La baguette magique, on y travaille un peu en fait, mais on ne peut pas le faire tout seul. C'est que c'est effectivement toute une industrie qui doit aller sur l'automatisation des workflows. C'est un des sujets des groupes de travail d'OH de l'IAB. Et c'est vrai qu'on parle d'automatisation entre les DSP et les SSP, entre les SSP et les media owners. Parce qu'on voit qu'effectivement, on n'a pas toutes les mêmes informations qui vont remonter. Donc, c'est des choses qui sont en cours. Il y en a certains qui sont plus avancés que d'autres. Du coup, nous, on développe et on accélère du coup avec ceux où on en a besoin pour des screens API qui permettent effectivement d'avoir des informations en temps réel qu'on a déjà pour certains, mais aller jusqu'au niveau de CPM, ce qui n'est pas le cas partout. Avoir les Creative API obligatoires effectivement pour pouvoir optimiser le workflow. Donc ça, c'est ce qui va le rendre 100% digital et on va dire sans friction pour quelque chose qui sera beaucoup plus productif comme on a l'habitude sur le digital. Donc ça, c'est une baguette magique qui est déjà en cours un petit peu, on va dire, mais où il faut que tout le monde se donne la main pour y aller, quoi. Oui, et c'est vrai là-dessus qu'on
se rend compte qu'un média qui est un petit peu récent, en tout cas qui rentre dans une logique de trading un petit peu plus nouvelle sur du programmatique, il faut construire toutes les connexions, toutes les API, il faut reconstruire tout ça et ça prend un petit peu de temps. Après, voilà, la base est là. Maintenant, on peut optimiser, quoi. Donc, c'est plutôt ça qui est bien. Donc, pour toi, c'est automation. Et toi, Kautar, qu'est-ce que tu dirais si tu avais une baguette magique? La mesure. Moi, j'en parle tout le temps. C'est vrai que je suis une nana de chiffres, hein, donc j'en parle systématiquement. Moi, j'ai besoin de rationnel pour montrer que ça fonctionne, pour pouvoir aller développer, pour pouvoir faire des choses un petit peu plus ambitieuses. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. On bénéficie sur le DOH Prog de tout ce qui a été fait sur les autres leviers, donc ça va beaucoup plus vite. En fonction des différentes agences, on essaie aussi de compléter les activations, notre méthodologie en faisant preuve de créativité cette fois-ci sur les combinaisons que l'on peut mettre en place et les learnings qu'on peut sortir. Donc la mesure, c'est très important parce que sans ça, on n'arrivera pas non plus à mettre à disposition du marché et de nos annonceurs des benchmarks qui nous permettront justement de savoir si ça fonctionne et si ça ne fonctionne pas. Et encore une fois, de mesurer les audiences de la même manière pour que dans un discours et dans un vocabulaire digital, on puisse comparer des choses. Et enfin, on en a parlé aussi tout à l'heure, je pense que le sujet des organisations permettra d'aller... On a dit un truc. Oui, mais bon, voilà. Donc l'organisation permettra d'aller aussi beaucoup plus rapidement sur ces sujets. OK. Good point. Donc un vœu alors seulement. Du coup, oui, moi ça serait, ça reprend un peu ces sujets-là. C'est finalement pouvoir gommer un peu la patience dont on doit faire preuve, parce que il y a beaucoup de choses qui se mettent en place sur de l'humain, sur de la tech. Ça a quand même plutôt très très bien avancé en un an. Maintenant, quand on regarde effectivement d'autres pays qui ont un peu plus de maturité, on s'aperçoit que dans les revenus, etc., ça s'est accéléré à un moment. Donc moi, mon impatience, elle est d'arriver à ce moment où ça va s'accélérer très fortement. Point d'inflexion, c'est ça. Exactement. Quand est-ce que le point d'inflexion va... Exactement. C'est-à-dire que là, on est en croissance et c'est très très bien. Et on le disait, il y a beaucoup de plus. Mais effectivement, je pense qu'il y a un moment où l'accélération va être très forte. Et voilà, c'est quand effectivement beaucoup de choses se seront structurées davantage. Donc c'est mon baguette magique, c'est gommer cette impatience et y arriver rapidement. Compris. Donc c'est plutôt une time machine que tu veux, toi. Oui, exactement. Il y a Retour vers le futur avant-hier, donc c'est ça. Et alors toi, Laurent, dis-moi. Moi, je vais rester sur du positif. J'estime qu'aujourd'hui, on a pas mal de solutions et technologiques pour répondre aux attentes et aux besoins des annonceurs. Les plateformes, et je vais souligner ici notre partenariat avec Displace, nous propose d'avoir accès à toute on va dire au pilotage par la data. Il y a des post-tests qui sont intégrés dans la plateforme. Aujourd'hui, si on devait simplifier un petit peu, c'est vrai qu'on a des multi-deals qui viennent un petit peu ralentir tout ça, mais je trouve sincèrement qu'on est aujourd'hui en ordre de marche pour faire décoller vraiment le DOH programmatique. OK. Bon, ben écoutez, vous les avez entendus, donc on va tous faire un vœu. Espérons que ça avance vite. En tout cas, super. Alors maintenant, je vais ouvrir aux questions pour les personnes qui sont dans le public. Si vous avez des questions, je vais d'ailleurs me lever pour passer parmi vous. Comme ça, vous pourrez poser votre question dans le micro. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Bonjour, Jeffrey King de Freeman, Axel Springer. J'ai une question pour Kautar. Kautar, c'est comme ça que ça se dit? Quand vous, dans le planning, quand vous sélectionnez votre stratégie, comment, parce que tu disais tout à l'heure que vous planifiez d'avoir plus d'écrans et tout ça, et comme le marché grandit, comment tu sélectionnes tes media owners et comment tu envisages de tracer comment le public se déplace? Alors c'est ce que j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure, c'est que le fait de travailler en synergie avec les équipes affichage, ça permet d'avoir vraiment tout le background en termes de patrimoine, en termes de taille d'écran, de spécificité des audiences en fonction justement des éditeurs. Et on va penser en fait à quatre mains une réflexion
qui va aboutir à une recommandation stratégique. Et cette recommandation stratégique, on va la challenger par rapport à ce qui est accessible sur les différentes plateformes que l'on va utiliser. Donc on va avoir une stratégie, j'ai envie de dire, initiale, que l'on va intégrer dans la plateforme. On va lancer la campagne et ensuite l'optimisation nous permettra de venir affiner de manière chirurgicale l'ensemble en fait, des panneaux, l'ensemble des audiences que l'on a targetées initialement. Donc ça se fait sur le long cours tout au long de la campagne en fait. Entre le postulat de base et la manière dont la campagne réagit, on va venir affiner justement tous ces choix avec ce qu'on disait tout à l'heure, la donnée en temps réel. Mais comment tu sélectionnes tes media owners en fonction de, comme le marché grandit rapidement, donc il y a plus d'écrans, comment au niveau de l'agence tu sélectionnes le media owner? Comment tu le découvres, on va dire? Alors, en programmatique, on peut avoir une entrée par média, par régie, par éditeur, et on peut avoir aussi l'entrée par audience. Et c'est celle-ci qu'on va privilégier, encore une fois. Sinon, dans ce cas-là, ça revient, j'ai envie de dire, à faire quelque chose de plus tactique, plus de gré à gré. Et le programmatique, aujourd'hui, va permettre d'être sur de l'audience planning. Et donc, je vais aller sélectionner, en fait, mes éditeurs et mes panneaux en fonction, en fait, des ciblages, s'ils sont présents et s'ils ne le sont pas, et de la performance que je vais pouvoir constater ensuite. Une autre question. Bonjour à tous. Donc moi, je suis l'autre provinciale de l'étape parce que je suis Florence Bossard et je représente les vins de Bordeaux. Bah, enchanté. Ma question, elle est plus en lien à l'évolution mondiale du digital et de la data. Et je pense que peut-être on est en phase de croissance parce qu'on était en retard. Donc comment est-ce que vous regardez ce qui se passe dans le monde et comment est-ce que ça informe ce que vous drivez aujourd'hui en France? Je suis claire? Très clair. Du coup, c'est vrai qu'effectivement, je l'ai un peu mentionné, la France s'est lancée, nous on l'a constaté un peu plus tard, au niveau notamment des inventaires. On voit typiquement qu'aux États-Unis, c'est beaucoup plus significatif. On voit que les possibilités, les modes d'achat sont plus variés aussi. Aujourd'hui, en France, c'est encore beaucoup du deal. L'open exchange, c'est pas encore en place, alors que ça l'est beaucoup plus dans d'autres marchés. Donc il y a d'autres choses qui vont jouer aussi sur l'accélération, le programmatique garanti, l'open auction. Et après, il y a... j'ai perdu le fil. Le programmatique garanti, l'open auction et... Oui, Et c'est déjà pas mal. et c'est déjà pas mal. Ça me reviendra certainement un peu plus tard. Mais... Non, mais c'est déjà plein de trucs. Une autre personne voudrait répondre à... Peut-être, ouais, ce qu'on peut voir, nous, c'est qu'on a été si je ne dis pas de bêtises, 12e ou 13e pays, je crois, à s'ouvrir en programmatique, Oui. chez Sidoco. Donc, effectivement, on n'était pas dans les premiers, et pourtant, on est le premier pays du groupe, normalement, sur le reste. Donc voilà, ça veut dire qu'effectivement, il y a eu un retard à l'allumage sur la France. On a très, très bien lancé, on est en train de rattraper le retard. Mais ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, il y a des marchés qui sont beaucoup plus matures. Si je parle du UK, si je parle de l'Australie, de l'Allemagne ou même de la Hollande, c'est des pays qui, effectivement, sur ces sujets-là, sont allés beaucoup plus vite, ont de l'avance. Donc finalement, c'est bien aussi des fois que le sillon soit tracé. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que du coup, ça nous a permis d'observer qu'à chaque fois, il y a eu ce fameux point d'inflexion. Et donc maintenant, notre hâte, c'est effectivement d'y arriver, quoi. L'autre point pour compléter, c'est l'expérience aussi qu'il y a eu avec le display qui est passé programmatique. Et aujourd'hui, bien évidemment, l'affichage passant en digital, on aura cette expérience-là aussi pour gagner un maximum de temps. Et pardon, juste pour ajouter, désolé, parce que Pega parlait d'open auction et ainsi de suite, mais ce dont on s'aperçoit quand même, c'est que dans l'univers digital, de plus en plus, les marques veulent quand même aller sur des private marketplaces, sur du garantie, des choses comme ça. Donc je ne sais pas en fait si le DOH à un moment doit être en open auction, j'ai pas la réponse, mais il y a quand même une question à se poser. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est qu'on est quand même sur un média qui est relativement premium, qui doit le rester. Donc il faudra aussi regarder ce qui se passe sur l'écosystème digital pour pas forcément systématiquement se dire il faut faire pareil, quoi. C'est la force de nos réseaux respectifs aussi qui nous permettra justement d'être proactifs sur tous ces sujets en fonction de ce qu'ils ont constaté, ce qu'ils ont mis en place et la manière dont on devra nous aussi manœuvrer pour éviter de faire des impairs, quoi. Non, mais c'est vrai qu'effectivement, l'open auction n'est pas un prérequis sur tous les canaux et on le voit sur la vidéo, sur l'audio. Mais c'est vrai que c'est augmenter plus le scope du champ des possibles, comme on le disait avant, dans l'automatisation. Et j'ai retrouvé mon idée, parce que c'est quand même pour le coup aussi assez innovant et c'est d'aller encore un cran plus loin. On a annoncé, du coup, c'était l'été dernier, enfin cet été du coup, un partenariat avec Marriott, donc les hôtels Marriott, et où là du coup on voit vraiment des réflexions
donc c'est au niveau mondial, sur le fait de créer en fait leur propre et de devenir éditeur avec tous les emplacements et tous les écrans qu'a Marriott dans les hôtels et partout dans le monde. Donc ça va, comme d'habitude, souvent se lancer aux États-Unis en premier, mais c'est vrai que ça crée aussi, on voit des réflexions qui se passent auprès d'acteurs qui auparavant n'étaient pas présents et du coup avec qui on peut effectivement pouvoir accompagner en partenariat en développant du coup un SSP sur le DOH aussi sur cette partie-là, donc avoir vraiment l'approche globale. Donc on voit qu'il se passe vraiment quelque chose à des endroits qu'on n'attendait peut-être pas forcément en fait. Nathalie Ruhlmann, NR Consulting. En fait, on a dit que la France était effectivement un pays un peu différent. On a dit aussi, Kautar dit, on va se fixer sur l'agilité et la mesure. Alors, je voulais savoir plus pour Kautar et pour Deco, et plus pour le DOH, et comment vous allez intégrer les contraintes qui se profilent en termes de RSE, notamment. On parle d'éteindre les panneaux digitaux quand il y a des coupures effectivement d'électricité ou quand il y a des baisses de capacité. Donc vous l'envisagez comment ça va être intégré justement à la démarche programmatique, ce qui rend les choses encore plus compliquées. Et est-ce que ce qu'on voit en France va se profiler ailleurs ? Alors, c'est effectivement un sujet très français, mais clairement, on échangeait avec des Anglais il y a un jour ou deux, et aujourd'hui, le DOH, c'est pour les consommateurs le média le plus plébiscité. Donc voilà, donc on ne vit pas dans les mêmes pays. Après, ce qui est certain, c'est que si on nous demande d'éteindre les écrans à un moment, c'est le décret qui est passé hier ou avant-hier, on les éteindra, quoi. C'est-à-dire qu'on nous demande de prendre des douches courtes, on nous demande de chauffer à 19. Il n'y a pas de raison qu'on n'éteigne pas les écrans si à un moment il le faut. Après, ce qu'il le faudra, c'est un autre sujet. Après, l'autre décret qui était d'éteindre les écrans entre 1h et 6h, il se trouve que dans beaucoup d'univers, ils sont fermés entre 1h et 6h. Il se trouve que nous, les écrans urbains, on les éteignait déjà entre 1h et 6h. Donc très sincèrement, c'est un effet d'annonce. Voilà. Après, plus globalement, en fait, sur le modèle en fait, du DOH, pour la plupart en fait, des écrans qui sont installés, aujourd'hui, c'est un sujet, c'est du serviciel. C'est-à-dire que j'aurais presque envie de faire le sondage de savoir qui a aujourd'hui déjà pris un Vélib, un Vélov ou un vélo en fait en libre service quelque part en France ou dans le monde. C'est un service aujourd'hui qui coûte très très peu. Pourquoi ? Parce qu'il est financé par la publicité. C'est-à-dire que c'est juste en fait un modèle économique qui fait qu'aujourd'hui on a des abribus, c'était la base, je vais faire un peu historique, mais on a des abribus, en tout cas on a beaucoup de services qui sont dans les villes, que les villes ne payent pas, qu'elles proposent du coup à leurs citoyens, et tout ça c'est financé par la publicité. Donc c'est quelque chose qui effectivement est méconnu du grand public, mais qui légitime aujourd'hui en fait tout ça. Donc il y a tout un travail aujourd'hui qui est en train d'être fait au niveau France pour réaffirmer le modèle, pour l'expliquer aussi aux gens qui effectivement ne l'ont pas en tête. Donc ça c'est tout le travail qu'on a cet hiver, on a un hiver chargé, ça a déjà démarré. Mais ce que je veux dire c'est que les décrets là qui sont passés, très sincèrement, sont des décrets qui ne changent rien, mais vraiment. Pourquoi ? Parce que pour la plupart c'est des choses qui étaient déjà faites. Alors après effectivement, s'il faudra éteindre les écrans, encore une fois, on le fera. On attend juste de savoir s'il faudra vraiment le faire. Donc voilà. Juste pour rebondir sur cette question avant de passer à la suivante, il y a des initiatives un peu comme ça en Allemagne aussi et aussi en Suisse. Donc on se rend compte qu'il y a quand même, surtout en Europe, un certain nombre de questions qui sont posées sur ces logiques. Bonjour tout le monde. Donc Alexis Leduc, Shopper Factory. Je représente un trading desk spécialisé dans le retail média et aujourd'hui nous on fait face à des clients qui sont qui ont de nombreuses attentes héroïstes en fait sur les sujets médias puisque produisent des produits avec une récurrence d'achat qui est assez élevée. Est-ce que le DOH par vos interventions et par les campagnes que vous avez énoncées, typiquement Pega avec Volvo ou Clément chez la FDJ, sur des campagnes un peu de transformation où on cherche à avoir du trafic sur le site internet, etc., via les QR codes ou autres, est-ce que vous avez des chiffres à nous partager, ou plutôt est-ce que vous avez même des appréhensions un peu clients sur le trafic que le DOH permet de générer ? Parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est c'est un vrai sujet, que les mesures se développent sur les sujets médias et surtout out of home aussi. Et voilà, je voulais savoir si vous aviez peut-être des informations un peu statistiques à nous transmettre. C'est un très bon point. C'est vrai que sur la partie performance drive to store, c'est peut-être un peu plus nouveau et que du coup, il y a plus d'interrogations et de questions là-dessus. Nous, ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, on a besoin d'évangéliser et d'accompagner sur ce sujet-là. Mais comme je disais un peu plus tôt, c'est aussi beaucoup les réflexions qu'ont nos clients.
Donc c'est quelque chose qu'on fait déjà sur les autres canaux, et aujourd'hui c'est de pouvoir voir ce qu'on peut avoir en activation intelligente sur les scénarisations, que ce soit sur du mobile, que ce soit sur du natif, ou pour le coup on connaît effectivement les performances qu'on peut avoir et où on sait déjà ce qu'on peut faire, et avoir effectivement cette couche de DOH qui va venir enrichir sur, comme je le disais, sur du redirecting. Donc sur ce genre de choses, oui. Sur Volvo, on a vu, il y avait 13 000 interactions, c'était 13 000 leads en fait concrètement pour eux. Donc ça, c'était effectivement dans leurs attentes. Et après, voilà, c'est quelque chose qu'il faut qu'on continue de développer, et les post-tests et les études aident énormément sur le sujet, évidemment. J'ai pas de chiffres à donner comme ça global, parce que je pense qu'il n'y a pas encore eu assez d'études, mais sur celles qu'on a pu avoir, on en a fait une assez récemment avec la Banque Postale. C'était sur Hawk comme DSP, et effectivement du coup ça nous a permis de croiser et mobile et DOH, et ce dont on s'apercevait, c'est qu'effectivement il y avait eu là pour le coup une étude qui avait été faite via AdSquare sur du drive-thru store, et on avait des chiffres qui étaient probants, parce qu'en plus Banque Postale, pour emmener des gens en fait dans un bureau, enfin dans une agence, faut y aller. Donc voilà, donc non, c'était franchement c'était plutôt bon, et on en a quelques-unes autres comme ça qui ont été concluantes. Après, sur le sujet du retail média, c'est un sujet qui pour le coup est un univers qui est très riche en données, et qui permet quand même, quand on aura réussi, c'est un truc auquel on va peut-être s'atteler un moment, c'est comment intégrer en fait ces données-là dans les échanges programmatiques, pour que du coup effectivement on puisse avoir des campagnes temps réel qui soient gérées clairement à la performance. Donc ça, je pense que l'univers du retail média pour ça est un univers qui est très très riche, dans lequel il y a beaucoup de choses à faire. Donc pour vous, c'est plutôt un bon point, je pense. On a encore le temps pour une question. Y a-t-il un candidat, une candidate? Non. Pour Pega, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la campagne Volvo. Je ne sais pas si j'ai bien compris ou bien entendu, c'était 300 000 écrans? Oui, au Brésil. Et la durée, c'était de combien de temps? Alors j'ai plus en tête ça, donc faudra que je fasse un follow-up. J'ai plus en tête la durée de la campagne. Un certain nombre de semaines. C'est certain, c'est certain. Après, la localisation, c'était vraiment de mapper tout le Brésil. C'était vraiment ça qu'ils avaient. Donc voilà, on a les maps où on voit les parties, sachant que c'est un pays quand même assez grand. Et c'était surtout ça aussi qui les intéressait, c'était de pouvoir avoir une couverture qui soit hyper homogène, et c'était le cas. Donc le médiaplan était fait aussi en fonction de ça et des problématiques qu'eux avaient. Bien, eh bien, écoutez, je pense qu'on a quand même fait le tour. On a couvert beaucoup de sujets. Je vais pas les reprendre maintenant, mais je voudrais vous demander un great applause pour notre panel, qui est absolument incroyable. Et je vous remercie d'être venu, d'être resté jusqu'à ce moment. Vous avez un QR code qui est aussi présent sur les petits leaflets. Vous pouvez downloader toutes les research, et nous vous remercions. Passez une excellente journée. On sera encore là un peu, prendre un café, un verre si vous voulez discuter. Merci beaucoup. Good job. Merci, super. Bravo.